Pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'aime. Maman je t'aime, j'aime, j'ai pas de thème.
Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot les amis, j'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en forme les amis, que vous êtes plein badin, voilà les copains, on se retrouve, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est même du plaisir. Voilà, j'ai envie de le dire les copains, quel plaisir de vous retrouver comme chaque soir pour le Juste Bistrot, pour décortiquer l'actualité et toutes les bêtises de l'actualité, et Dieu sait qu'il y en a. Aïe, 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 aïe. Dieu sait qu'il y en a. Les amis, il y en a beaucoup des bêtises, et aujourd'hui on va décortiquer tout ça avec le gros sujet du jour, vous l'avez vu, hein, dans le titre de l'émission, on va parler de ces histoires de morts suspectes en Allemagne, et on va y revenir à la sauce juste milieu. Voilà, je vous le dis tout de suite, on va y venir à la sauce juste milieu, on va parler de ce qui se passe en Allemagne avec quelques rappels utiles pour préciser ce qu'est l'AfD, qui est Alice Weidel, la chef de l'AfD, et on essaiera de garder la tête froide, parce que j'ai vu pas mal de choses qui m'ont donné envie de parler de ce sujet à la sauce juste milieu. Donc ce sera le gros sujet du jour. Et puis j'ai quelques petites pépites pour vous évidemment. Vous connaissez la guinguette, vous connaissez la maison. Les copains, voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes en forme? Dites-moi un petit peu dans le chat. Qui fait quoi? Voilà. Est-ce que tout le monde est content? Est-ce que tout le monde est dans le bonheur, dans la joie de vivre, dans l'allégresse, dans le champagne, putain, on a envie de champagne en fait. Gaëtan Seguin 38 qui dit salut Rémi, tu nous as parlé des émeutes à Lausanne. Alors non, pas encore, c'est vrai que je pourrais vous en parler, je me le note, ça, faut que je revienne dessus. Il y a eu des histoires, malheureusement, d'un jeune alors, qui a été tué par la police, qui voulait prendre la fuite. Donc, des affaires qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a pu avoir en France. On va en parler tout de suite assez rapidement, d'ailleurs. Donc, évidemment, ça a entraîné beaucoup de manifestations pacifiques, d'ailleurs, pour la grande majorité. Il y a eu quelques émeutes dans un quartier de Prélat, à Lausanne. Et ce qui a aussi mis le feu aux poudres, c'est que il y a un journal, je veux pas dire de conneries, je crois que c'est Le Temps, mais à vérifier. Il y a un journal suisse, en fait, qui a révélé que il y avait des boucles WhatsApp qui existaient entre des policiers de Lausanne, et il y avait des histoires d'échanges de messages racistes, des trucs avec des croix gammées, des trucs chelous, on va être très clair, et ça a contribué à mettre le feu aux poudres. Alors, une fois de plus, hein, à raison ou pas, chacun aura son avis là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu des émeutes en Suisse, et notamment à Lausanne, mais ça s'est passé quand j'étais encore au Québec, donc j'étais pas à Lausanne à ce moment-là, mais pour vous raconter les faits, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir en France et dans d'autres pays, hein, évidemment. Les copains, los copinos, voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Est-ce que tout le monde va bien? Dites-moi un petit peu ça, pour moi, c'est le plus important. Que vous ayez la forme, que vous ayez la banane. Dites-moi un peu, voilà, des bonnes nouvelles qui se passent de votre côté, les amis. On se partage des bonnes nouvelles. Ça fait du bien par moment aussi de parler de bonnes nouvelles. Donc, dans le chat, dites-moi un petit peu, voilà, ce qui se passe de bien en ce moment dans votre vie. Dites-moi un truc sympatoche qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux. Ça fait plaisir. J'ai moi une je garde. Dans le chat qui dit, on parle de l'AfD aujourd'hui, quel pro ce Rémi? Je n'ai même pas eu besoin de faire le remind que tu m'as demandé hier. Ben oui, parce que j'ai noté, grâce à toi, camarade, la thématique, et j'ai eu le temps de la bosser cet après-midi. Donc voilà. Virginie Desforges qui dit on est chaud pour le 10 septembre. Ah oui, ça se rapproche. On en parlera, tiens, on en parlera. Il y a un resto qui a fait parler dans les médias aujourd'hui. Et c'est marrant parce que c'est un truc pas loin de Nîmes où j'allais. Donc c'est marrant, on fera un bisou. Dans quelques instants. ZLRNT qui dit le ministre de l'Industrie dans une usine où je bosse demain, c'est positif, il va booster l'économie locale. Non. Ah ouais, c'est ironique évidemment. Il y a mon Olivier Marstrez qui vient de débouler, salut. Il y a Hervéro qui dit moi ça va, je run good sur les W Series. J'ai rien compris à ce que tu dis. Mais ça a l'air bien. Si ça te rend heureux, ça me rend heureux, mon Hervéro. Je run good sur... Ça, c'est les jeunes. Ouais, là, je suis avec les copains, là, Là, je run good, ouais. Ouais, je run good sur les W Series, ouais. Quoi, t'as pas vu le parrain? Je rigole, je déconne. Stratus 13, je suis à 1 mois des vacances, ça va être le mois le plus long de l'année. Courage, toi tu pars en octobre en vacances. Ça c'est la bonne pioche, ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Au moins t'as moins de monde, t'es moins emmerdé. Voilà. Loïc Livresque qui dit moi ça va, demain salon du livre à Morges, j'ai hâte. Mais mon Loïc, toi t'y vas comme auteur, t'y vas comme visiteur, dis-moi un petit peu tout. Je vais essayer d'y aller dans le week-end. Je vais essayer, je sais pas encore. Faut que je joue avec Madame Mieux, puis en plus il y a reprise du top 14 ce week-end, donc... Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Darkjoke76 qui dit on peut acheter où ton nouveau livre l'ami? Alors c'est que sur Juste Milieu. C'est vrai que je vous ai pas encore parlé.
de ce livre. J'en ai pas parlé en détail. Il y a une vidéo qui est sortie évidemment, mais je vous en ai pas parlé. Je mets le lien dans le chat Twitch si vous voulez le découvrir. Politique française, le guide de survie. Je l'expliquais dans la vidéo qui est sortie sur YouTube, mais voilà, je mets le lien dans le chat. J'y reviendrai en détail la semaine prochaine parce que je voulais pas non plus parler que de ça cette semaine. On a sorti la vidéo lundi. J'en reparlerai la semaine prochaine évidemment pour vous présenter tout ça un peu en détail et répondre à vos éventuelles question. Gijo BZH qui dit moi je viens de me ruiner en billets pour un concert. Bah, ça c'est chouette, ça fait plaisir. Sur quel concert? Dis-moi un petit peu quel concert, camarade. Cled qui dit tu feras un topo sur les Twitter Files français prochainement. Oui, je me le suis noté. Je voulais vous parler de ça assez rapidement. On va y revenir dans quelques minutes parce que c'est le sujet chaud, mais en fait je vais pas vous mentir, je comprends pas pourquoi c'est le sujet chaud. On va y venir. Les amis, je vais vous parler de ça. Je parlerai voilà, je suis en train de remettre mes sujets dans l'ordre parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, les copains. Donc, tac, je décale certains trucs. Sachant que demain, c'est l'émission spéciale Québec. Émission spéciale Québec, je vous raconte toutes les vacances. 30 minutes de fou rire, on a eu que des tuiles. Vraiment, ça te ferait rougir un maçon portugais, cette histoire. Massan, 3466, qui nous dit « Salut Rémi, je pars ce soir sur Agadir. Petit week-end avec la famille. » Ça rigole. Vive le Maroc. Voilà, magnifique, ça fait plaisir. Moi, ce qui me rend heureux, c'est le retour du top 14 ce week-end. Ah ouais, ça me fait plaisir. Lux Talu à 88 qui dit bonsoir la compagnie, ça va du côté de Montpellier. J'attends mon colis d'anniversaire ce soir avec impatience, ça c'est magnifique. Gijo BZH, Blackmore's Night aux US. Je vis au Québec et le taux de change canadien versus US pique un peu effectivement. Blackmore's Night, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Alors écoute, si ça te rend heureux, ça me rend heureux. Vraiment, il n'y a pas de problème. On a quoi d'autre? On a Olivier Mars 13. As-tu des invités en vue avec des prochains interviews? Il serait bon que tu invites enfin Étienne Chouard. Effectivement, on va reprendre les formats interviews. Mais comme je vous en avais parlé, j'aimerais bien mettre en avant en fait des personnes qui sont pas forcément connues, qu'on voit pas ailleurs et qui ont des choses intéressantes à dire. Donc j'ai déjà une short list, mais attendez-vous à des interviews sur Juste Milieu de gens que vous connaissez pas. Je trouve ça sympa, je trouve que ça change. Mustang 06700, salut les zinzins, ça y est, retour de vacances et contente de vous retrouver. Bah, tout pareil. Et mon Fléau 93 qui dit j'ai commandé ton livre, j'espère que je vais me régaler. Bah, moi aussi, j'espère que vous allez vous régaler. Les amis, je vous le présenterai en détail la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, c'est direction le Nérac. Je pars jeudi, donc pas de jube, jeudi, vendredi. Je serai de retour lundi, évidemment, et on se voit au Nérac pour ceux qui veulent faire la fête. Là, on a une auberge, il y a déjà 20 couverts qui sont pris, il y en a une 50aine maximum. Ça va être extraordinaire, on va faire le spectacle, la fiesta dans la foulée, on va manger ensemble, j'ai hâte, ça fait plaisir. Les copains, dans les petits sujets du moment. On va y aller plein badin. On a eu des trucs intéressants aujourd'hui et je ne résiste pas à l'envie de commencer effectivement avec cette histoire des Twitter Files. Alors, vous avez vu, je vais vous montrer un peu ce qui est sorti. Il y a un tweet qui fait un peu référence. Ça a été relayé. Je sais que Amélie Ismaili est chez Idriss Aberkan ce soir, ou c'était hier soir, je ne sais plus. Voilà, il y a Fabrice Epelboin qu'on avait reçu sur Juste Milieu, qui est brillant, qu'on embrasse, qu'on salue, qui nous a mis un tweet, par exemple. Je vais vous montrer le tweet. Pour avoir tous les éléments, je vous lis ce que nous dit Fabrice Epelboin. Il a publié ça aujourd'hui pour avoir un résumé de l'affaire. Après, je vous donnerai mon petit retour là-dessus. Mais là encore, ce sera que mon avis. Voilà, c'est ce soir. Amélie Ismaili chez Idriss Aberkan nous dit Gaëtan Seguin 38. Donc, l'ami Fabrice Epelboin nous dit en 2022, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, ce dernier ouvrait à une demi-douzaine de journalistes la messagerie interne de l'entreprise, ouvrant la voie à une multitude de révélations sur la façon dont Twitter, sous la pression du FBI et de ses propres équipes de modération, avait largement censuré les comptes républicains durant le mandat de Joe Biden. Plus récemment, à l'occasion d'un meeting à Munich, le vice-président J.D. Vance expliquait à un public médusé que la liberté d'expression était en danger en Europe. Un mois auparavant, lors du sommet de l'IA à Paris, le MJD Vance lançait qu'il n'était pas digne pour une démocratie d'utiliser l'IA pour censurer ses citoyens, ciblant de façon implicite le pouvoir français. Et il y a un autre élément... voilà, ce que nous le cœur en fait des révélations. Intervention directe du président Emmanuel Macron. En octobre 2020, l'équipe du président Emmanuel Macron a insisté pour obtenir le numéro de téléphone du PDG de Twitter de l'époque, Jack Dorsey, sous prétexte de le féliciter pour les mesures prises en faveur de l'intégrité électorale. Cette démarche est perçue comme une tentative personnelle du président d'influencer les politiques des plateformes américaines en France. Alors,
Là-dessus, les amis, je voulais vous donner mon sentiment. Je prendrai vos messages dans le chat. Évidemment, c'est important d'avoir plein d'avis là-dessus, parce qu'une fois de plus, c'est que mon avis. Je trouve que c'est bien d'apprendre ces éléments-là, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'est un petit peu fatigant de révéler des évidences. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme l'affaire Brigitte Macron, ce genre d'affaire qui tient en haleine les sphères complotistes, de toute évidence. À un moment donné, la révélation d'une évidence ne donne que l'illusion de la révélation. C'est-à-dire que on ne révèle pas que Macron a un comportement autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, qui va jusqu'à la censure des idées, et en l'occurrence des idées de ses opposants politiques. Ça n'est pas une révélation. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. On a des éléments nouveaux, mais qui confirment notre pensée. Et ça n'est pas du tout pour faire injure au travail de ceux qui ont révélé tout ça et qui font le boulot, et c'est super. Et c'est bien à la limite d'y revenir, de répéter ça. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être putassier à un moment donné, de tout faire passer pour des révélations. Parce qu'en fait, on ne ressemble plus qu'à des hamsters dans une roue. Quand on vous révèle chaque jour ce que vous savez déjà, d'une certaine manière, on capte la sève, de l'action, de la réflexion. Tu as l'impression d'apprendre quelque chose, mais en fait, tu le sais déjà. Que Macron ait des comportements de dictateur, il n'y a pas de révélation là-dessus. Donc, moi, c'est ça qui m'embête un peu avec ce genre d'affaires, c'est que là, ça va faire parler pendant 3-4 jours, mais pourquoi au bout ? Qu'est-ce qu'on va prouver ? Macron a voulu peser auprès des Américains pour pouvoir faire de la censure sur Twitter, machin bidule. Oui, et alors ? Et alors, qu'est-ce que ça prouve en vérité ? Qu'est-ce que ça prouve de plus qui va nous pousser à l'action ? Parce que pendant qu'on radote, pendant qu'on fait mine de s'étonner de ce que nous savons déjà, on ne passe pas à l'action. Mais pas une action forcément, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut refaire 1789, peut-être que certains le voudraient, c'est un autre débat, mais au moins une action de s'engager intellectuellement vers autre chose. Parce que s'engager à chercher à prouver ce que nous savons déjà, c'est une perte de temps. Et je trouve que l'affaire Brigitte Macron, c'est la même chose, par exemple. Recevoir des gens en interview pour répéter « Ah oui, non, mais là vous avez vu, il s'est passé ça. » Bon, alors, c'est vrai qu'il s'est passé ça, qu'on savait déjà, mais là, il se passe ça. Et là, ils vont tomber. En ce moment, tu vois, ils sont poursuivis aux États-Unis. Bon, d'accord. Bon, ça fait 1 mois et demi, on entend des gens qui nous disent « Non, mais ils sont poursuivis aux États-Unis. Là, ça va tout faire tomber. » Candace Owens, ça fait 6 mois qu'elle doit faire tomber le couple Macron. C'est quand même la chute la plus lente du monde. Donc, peut-être que je suis un peu rabat-joie. J'avoue que j'ai une position un peu rabat-joie là-dessus, mais je trouve qu'à un moment donné, il y a une forme de dévitalisation de la pensée dissidente à répéter ce que nous savons déjà et à le faire passer pour des révélations. Moi, je trouve que à un moment donné, c'est une forme de dévitalisation parce que répéter ce qu'on sait déjà, au fond, il n'y a pas de réelle prise de risque intellectuelle. On n'engage pas les gens sur un autre chemin, sur la construction de quelque chose d'autre. Les Twitter Files, bon, ok, Macron a un comportement dictatorial, ok, il veut mettre en place la censure sur Twitter. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On sait qu'il va y avoir de la censure. Comment on invite les gens à s'organiser, à créer du lien dans la vraie vie, dans des sphères qui ne sont pas censurables ? Comment on fait pour inciter les gens à se rapprocher, à accepter, à faire des groupes de rencontres physiques dans la vraie vie, de ce qui ne peut pas être censuré ? Parce que répéter Macron va faire de la censure et rester les bras ballants, c'est un truc de branleur. Je suis désolé, à un moment donné, c'est un truc de branleur. Donc ça m'enquiquine un petit peu, c'est pour ça que ces histoires de Twitter Files, alors peut-être que je ne maîtrise pas assez le dossier et qu'il y a de véritables révélations pour le coup, attention, sous réserve de, mais de ce que j'ai pu lire depuis ce matin, je suis pas convaincu, si tu veux, de la révélation explosive qui va tout changer. Et à un moment donné, je trouve que c'est un truc de branleur d'enfermer les gens dans l'illusion de la révélation, et surtout l'illusion de la révélation qui va tout changer. Si on nous écoute dans la sphère alternative, on a un discours qui s'installe, en fait, ça fait 7 ans que tout doit changer. Ça fait 7 ans que Macron, il doit partir. Mais en attendant, il est toujours là. Et puis, merci à mon Karim, c'est HU Haute-Pierre qui vient de sub 40e mois. Merci camarade, j'espère que tu vas bien. En attendant, et là, bon, je me fais un peu l'avocat du diable, si vous voulez. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'illusoire
dans cette histoire de Macron veut installer la censure. Dénoncer ça sur Twitter, dénoncer ça sur YouTube, c'est la preuve que pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire faudrait que ça marche pour prouver que Macron a voulu vraiment mettre la censure, qu'on soit bien d'accord. Mais quand je vous parle d'illusion de la révélation, il y a aussi l'illusion de la résistance. C'est un petit peu comme cette histoire de plan QAnon dont toute la sphère pro-Trump est au courant. C'est-à-dire que c'est le plan secret le plus éclaté au sol de l'histoire des plans secrets. Bon, bah avec Macron, c'est un petit peu pareil. Qu'il ait voulu, tel le dictateur qu'il est, installer de la censure sur les réseaux sociaux, si on en est à le dénoncer sur Twitter, Facebook, YouTube et j'en passe, c'est que ça n'a pas marché. Donc à la limite, si on essaie de regarder l'affaire sous un angle peut-être plus positif, ça prouve une fois de plus que Macron est une buse. Mais là encore, il n'y a pas de révélation. Il a voulu le faire, mais en attendant, si on dénonce sa volonté de le faire sur Twitter, c'est que ça n'a pas marché. C'est la censure la moins censurable du monde, si tu veux. Censurante du monde, c'est plus ça. Donc c'est pour ça, les amis, je vous l'ai dit, depuis mon retour de vacances, je suis feng shui. J'ai envie d'être apaisé. Et parfois, ce qu'on appelle révélation, qui nous pousse à l'inquiétude, à la peur de Macron est un dictateur, il y a peut-être un autre angle, peut-être plus positif pour voir les choses, c'est que si Macron était véritablement un dictateur, on ne pourrait pas le dire sur YouTube, sur Twitter, Facebook et j'en passe. Donc à la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, il a voulu faire ça, mais on ne découvre pas qu'il a en lui les ferments d'un dirigeant autoritaire. C'est pas une révélation. Et en attendant, ça veut dire qu'il s'est encore planté. Alors merci à qui? Peut-être merci au patron de Twitter, à Trump, à je ne sais qui a refusé de lui donner les pleins pouvoirs pour mettre en place cette censure. Mais à la limite, tu vois, moi je trouve que il faut voir les choses de manière positive. Tout n'est pas forcément sujet à faire peur aux gens et à nous enfermer sous la couette en disant « Mon Dieu, tout va se péter la gueule ». Le contexte n'est pas des plus rassurants, je ne vais pas vous dire le contraire, mais moi je trouve que parfois c'est aussi bien de montrer les choses sous un angle positif et de ne pas s'enfermer dans la dévitalisation, dans la peur en permanence, parce que sinon on en vient à, je parle dans la sphère alternative dissidente, vous mettez le mot que vous voulez, on en vient à être ce qu'on critique, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la peur pour maintenir les gens captifs dans nos discours. Plus on fait peur aux gens, plus ils continuent de nous suivre. Donc on fait passer des révélations qui n'en sont pas pour les trucs qui vont renverser la table, une table qui n'a jamais été renversée. Donc après tout, mettons un petit peu de positif, tu vois. Voilà, regarde, voilà, avec du maté, j'ai une gueule de gauchiste, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez dans le chat, si vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas. Je prends vos messages, il y a Gwen BZH 2201 qui nous dit « La stratégie de Macron est de révéler certaines choses peu importantes pour cacher des éléments bien plus graves. » Praxi qui dit « En tout cas, il faut en parler, il faut parler de chacun de ces mouvements autoritaires, sinon baisser et laisser passer n'est pas la solution. » Complètement d'accord. Effectivement, je suis d'accord que autant je trouve que l'instrumentalisation du côté révélation est excessive, autant il faut en parler, évidemment. Mais on peut en parler de manière apaisée, on n'est pas obligé de tout le temps faire peur avec des révélations qui n'en sont pas. Gabrinette21 qui nous dit Candace Owens a fait ses choux gras sur cette histoire. Avant, elle n'était pas aussi médiatisée. Et puis pour ma part, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la bite à Brigitte? Philanthrope, on peut encore le dire, mais parfois 6h du mat, surprise. Papizilla, désolé de le dire, mais la résistance sur X, c'est quand même la résistance au fond d'un canapé. Mon Hervéro qui dit c'est comme les bonnes révélations faites en 2021 par Off Investigation sur l'arrivée de Macron au pouvoir, des millions de vues et puis rien. Ça change pas grand chose, nous dit Papizilla. Homéopastis, Macron, le Mozart de la finance, 6e dan en flûte. ZLRNT, une pièce de plus qui peut permettre aux faux aveugles d'ouvrir les yeux à un moment. Alors ça pour le coup j'y crois pas du tout. Ça pour le coup je vais pas vous mentir, j'y crois absolument pas. Les histoires de il faut en faire des tonnes, à dire c'est la révélation qui machin qui bidule, il faut en faire des surcaisses pour réveiller les gens. Au bout de 7 ans, après tout ce qu'on a vécu, ceux qui n'ont pas compris qui était véritablement Macron et quel était ce système qu'il a porté au pouvoir, c'est pas avec mon Dieu révélation qui change tout qu'on va faire comprendre ça aux gens. Je pense pas en tout cas. Et Soledona qui dit ça ne changera rien si les médias mainstream n'en parlent pas, il est là le problème. Ouais, peut-être, je sais pas.
Je sais pas. Donc voilà, pour les Twitter Files, les amis, je suis désolé. Enfin, j'ai pas grand chose à vous dire. J'essaie juste, voilà, d'avoir une approche peut-être un petit peu plus positive, un peu moins anxiogène de ces événements-là. Et ZLRNT qui dit aïe, tu casses un petit espoir que j'avais là. Non, mais c'est pas une question d'espoir, mais c'est juste que il faut. Je pense que pour avoir de l'espoir, il faut déjà regarder les choses pour ce qu'elles sont, et il faut éviter de se mettre volontairement dans la peur. Déjà, je trouve que l'espoir commence là. Plutôt que penser qu'on va faire tomber Macron avec je sais pas quoi, je bidule. Ça fait 7 ans qu'il nous en mange, donc bon... voilà, je suis pas certain qu'on fasse tomber Macron avec la vidéo YouTube en plus. Mais pour autant, j'ai pas envie de baisser les bras, tu vois. Au contraire, je pense que donner de l'espoir en invitant les gens à regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et déjà abandonner la peur comme seul remède du quotidien, tu vois. Tout nous fait peur, alors mon Dieu, on a peur, la peur, la peur. Non, remettre de l'espoir, c'est déjà accepter de voir les choses pour ce qu'elles sont, à mon avis. EzelRNT qui dit le discours de certains de mes collègues au boulot change, j'y pose des questions, c'était ce que j'avais en tête en disant ça. Ok, je comprends mieux. Phil entre autres qui dit Rémi, t'es content, Marlène Schiappa est de retour, mon Dieu. Allez, alléluia, ça y est, elle est de retour. Les amis, parce que je veux vous en parler, je veux prendre le temps de parler de cette affaire-là, d'essayer de regarder le plus de tiroirs possible de tout ça. On va en parler, on va prendre le temps. On est vraiment, vous allez voir, hein, c'est du juste milieu pur jus qui vous attend sur cette séquence, les copains. Cette histoire des morts suspectes en Allemagne. On va en parler. Je vous ai préparé un peu le sujet pour regarder un peu toutes les ramifications de cette affaire, voir un peu ce qu'il en est factuellement, alors avec les sources que j'ai pu trouver, hein, après on est toujours à la limite d'eux, hein. Et surtout j'avais envie de remettre certains éléments un petit peu en place. Ça va rejoindre en partie le discours que je viens de tenir à l'instant, les amis. Vous allez voir. Donc, déjà des éléments de contexte. Je trouve que c'est toujours important de le remettre en perspective. Ces morts suspectes touchent des candidats du parti de l'AfD. Donc, pour que tout le monde ait les mêmes infos au même moment, l'AfD, donc Alternative für Deutschland, c'est le parti d'extrême droite en Allemagne. Donc, les méchants du film. Si quand j'ai dit extrême droite, d'une oreille, vous n'avez pas entendu les méchants, c'est que vous n'êtes pas assez formé à l'école Rudi Reichstadt. Hein. Attention, il y a des mots, automatiquement, t'es méchant. Extrême droite, Poutine, carnivore. Ça, c'est la nouvelle évolution. Donc, AfD, extrême droite, Dark Vador. Vous avez compris les méchants du film. Le parti a été fondé en 2013. C'est un parti que l'on présente comme ouvertement eurosceptique. Beaucoup de têtes d'affiche de ce parti ne s'en cachent pas. On est sur l'équivalent, on va dire un croisement entre le RN et Reconquête. Vous allez voir, j'essaierai de détailler un petit peu cet élément-là pour vous donner un ordre d'idée du positionnement général. On a une critique de l'Union européenne qui est assumée, qui est claire, mais pour le coup, la piste de on quitte l'Union européenne, pardon, elle est vite fait assumée. Plus que Reconquête, mais moins que le RN à une époque. Environ, pour vous donner un ordre d'idée. Ce parti a un succès croissant aux élections, hein, vraiment. Aux dernières européennes, c'est 16% environ. Et c'est un parti qui fait peur au système politique allemand. On va être très clair, parce qu'ils ont de plus en plus de poids. Et donc forcément, ça, comme on dit, hein, en allemand, les autres partis ont les Schokoten, voilà, qui veut dire les chocottes en français. Donc le système politique allemand se chie dessus parce que ce nouvel entrant leur fait un petit peu peur. Et à la tête de l'AfD, on a une certaine Alice Weidel, qui est un personnage très intéressant. Et cette histoire des morts suspectes me permet d'y revenir un petit peu et de consacrer un peu de temps à Alice Weidel, parce que vraiment, c'est un drôle de personnage. Donc, c'est une dame d'un haut niveau intellectuel. 2011, hein, elle obtient son doctorat en économie avec une thèse sur le système des retraites en Chine. Donc là, faut un café serré, un double expresso minimum avant d'aller sur ce sujet. Donc c'est une tronche qui a la particularité, alors ça, hasard Balthazar. Moi je vous lis son parcours, hein, vous verrez, hein, vous vérifierez par vous-même si vous ne me croyez pas. Hein. Le premier boulot qu'Alice Weidel a fait avant de se lancer en politique, elle a été embauchée chez Goldman Sachs. Voilà, non, mais après, voilà, hein, faut bien trouver du boulot. Faut bien traverser la rue, hein, je veux dire, ou traverser ta prof, comme dirait Macron. Mais bon, elle a traversé, elle a trouvé Goldman Sachs. Ça, c'est la vie. Après, elle est partie bosser chez Allianz Investors.
C'est une spécialiste de l'Asie, je vous l'ai dit, du côté de ses études. Et puis petit à petit, elle s'est lancée en politique jusqu'à rejoindre l'AfD à peu près au moment de la fondation, environ. Alice Weidel, donc vous savez, hein, quand on parle d'extrême droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a tout le package en fait des médias mainstream. L'extrême droite, c'est les nazis, c'est les antisémites, c'est les homophobes. Ils ont mangé leurs grands-parents, il y a tout, vous saurez tout sur les nazis. C'est le package en fait médiatique, quand on dit extrême droite, il y a toute une litanie de termes qui s'ajoutent pour bien faire comprendre que c'est les méchants du film. Alors ce qui est marrant, c'est que là où on dit généralement à l'extrême droite, ils sont homophobes, ils sont tout ce que tu veux, Alice Weidel est une lesbienne, donc homosexuelle revendiquée, mais qui assume une position, qui assume tout à fait sa vie personnelle là-dessus, mais qui reste opposée au mouvement LGBT. Donc elle est en couple, pour l'anecdote, avec une citoyenne suisse d'origine sri-lankaise, une certaine Sarah Brossard, qui est productrice de cinéma. Les deux dames ont 2 enfants qui ont été portés donc, par la femme d'Alice Weidel, de 2 donneurs différents. Ah, j'ai bossé, hein, je vous donne des infos, t'as vu, c'est précis quand même. Hein. Et donc je le redis, c'est très important, on accuse souvent l'extrême droite d'être homophobe. Alice Weidel incarne en fait le ridicule de ce reproche, on va dire. Sur le plan plus politique, la ligne d'Alice Weidel, donc c'est de l'extrême droite assez classique, mais c'est là où elle est par exemple plus proche d'une Knafo et surtout d'un Bardella, c'est que Alice Weidel est une néolibérale assumée, sans aucun problème. Elle n'a jamais caché d'ailleurs dans plusieurs interviews son admiration pour Margaret Thatcher, voilà, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc néolibérale convaincue, qui, on va dire, qui poursuit la grande doctrine politique, qui est la réduction du rôle de l'État. Donc on est chez les néolibéraux, l'école un petit peu... les libertariens, tu vois, où il faut réduire le rôle de l'État à sa portion la plus congrue, de sorte à simplifier, réduire les législations et compagnie, et surtout, ce qui est un peu moins dit avec ce genre de discours, c'est d'aboutir à une forme de privatisation, évidemment. D'estimer que réduire le rôle de l'État pour laisser la gestion courante de ce genre d'affaires aux entreprises, c'est un petit peu le projet poursuivi par toute cette caste de jugés de droite, d'extrême droite ou autre, des néolibéraux pur jus. Ça va de Musk à Trump, en passant par Milley, Knafo, Weidel, toute cette caste politique, si tu veux, qui prétend régler les problèmes des citoyens par la réduction du rôle de l'État. Donc ça pourra faire l'objet d'une vidéo, mais pour vous donner un ordre d'idée de qui est Alice Weidel. Donc ce qui est intéressant, et pour la petite parenthèse, on va dire politico-économique, ce qui est intéressant, c'est que ces convictions néolibérales sont celles qui ont entraîné la création de l'Union européenne et qui aujourd'hui a fomenté de nouveaux leaders, a mis en place de nouveaux leaders qui, avec la même doctrine économique, veulent lutter contre, en tout cas ce que prétend faire Alice Weidel, veut lutter contre l'Union européenne. Sarah Knafo, c'est la même école. Ce sont des néolibéraux pur jus qui te disent on va régler le problème de l'Union européenne avec la même doctrine économique qui a permis de mettre en place l'Union européenne. Donc, voilà, après vous vous démerdez. Après, voilà, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Bon. Donc, pour vous dire qui est Alice Weidel, alors très honnêtement, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire des morts suspectes en Allemagne, mais je trouvais ça intéressant de remettre un petit peu de contexte sur qui est ce personnage pour avoir quelques éléments. Donc, venons-en à l'affaire. Merci à mon Julien54620 pour le seul Prime, 36e mois. Et merci également à Kaka Macron, LFI Kaka. Voilà, donc ça, c'est un beau pseudo qui vient de sub pour 6 mois. Merci beaucoup, les amis. Donc, cette affaire des morts suspectes, allons-y. Je voulais dire de plusieurs sources, j'ai regardé notamment en Allemagne, Die Welt, plusieurs journaux allemands, qu'en ont parlé. Tout se passe autour des élections communales du côté de la Rhénanie du Nord-Westphalie, donc c'est un Länder allemand. On a appris, alors des élections communales qui vont avoir lieu le 14 septembre, et en l'espace de 13 jours, on a 7 candidats, donc on parle de 5 candidats et 2 assesseurs, qui sont décédés en l'espace de 13 jours à l'approche de cette élection. Les causes des décès, on parle de crise cardiaque, d'insuffisance rénale, de suicide et d'autres causes qui n'ont pas été jugées suspectes par les forces de l'ordre et les autorités locales. Alors, évidemment, formulé comme ça, c'est plus que suspect.
Statistiquement, c'est impossible. Il y a un média qui s'est amusé d'ailleurs à regarder statistiquement le nombre de morts dans les autres partis et compagnie et compagnie. Statistiquement, c'est évidemment impossible. Donc, le doute est plus que légitime. Évidemment. Évidemment. Et autre raison qui fait que c'est hautement suspect, c'est que dans ce genre d'affaires, évidemment, quand les complotistes s'en mêlent, s'il y a un vrai problème, les médias mainstream s'en mêlent. Et là, on a eu hier Le Parisien qui a fait un article. Donc, quand il y a une théorie du complot qui devient trop sérieuse, les médias mainstream viennent étouffer l'affaire. Donc, tu vois, Le Parisien nous a fait un article. Nous allons examiner tous ces cas de près. Le décès de 6 candidats d'extrême droite enflamme l'Allemagne. Je vous lis le chapeau. 6 candidats du parti AfD décédés peu avant les municipales de Rhénanie le 14 septembre à l'ouest du pays. Bien que la police a établi qu'il s'agissait de morts naturelles, rien n'arrête la complosphère. Ça, c'est Le Parisien. C'est Nathalie Versieux qui a écrit ça. C'est la journaliste du Parisien, elle est correspondante à Berlin. Voilà. Donc, voilà, Le Parisien en parle. Moi, honnêtement, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Hein. Au départ, je voulais pas vous en parler. Quand j'ai vu Le Parisien vouloir éteindre le truc, là, je me suis dit, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Alors, au niveau des chiffres, on parle de 6, 7 personnes. C'est pas encore très, très clair tout ça. J'ai essayé de pas mal sourcer dans les journaux allemands. C'est pas très, très clair. Alors, autre raison de prendre cette affaire au sérieux, c'est le fait que les menaces contre l'AfD, il y en a déjà eu plusieurs. Il y en a eu déjà pas mal. Et notamment, je vous ai remonté plusieurs faits, les copains. Vous aviez eu en 2023 le vice-président régional de l'AfD. Non, pardon, excusez-moi. Oui, en 2023, un monsieur qui s'appelle Krupala, alors je sais pas comment on le dit en allemand, qui est le vice-président de l'AfD, qui avait été agressé, ça avait fait les gros titres, et à l'époque, en fait, on avait compris 2-3 jours après que la police était emparée de l'affaire, et c'était bizarre, il y avait plutôt un mouvement de foule, et que les preuves de l'agression n'étaient pas forcément certaines. Donc il y a eu déjà quelques rumeurs qui ont existé sur l'AfD. Il y a eu notamment le fichage par une association Antifa, il y a quelques années en arrière, de 50 membres de l'AfD. Il y a eu un fichage, ça avait fait parler dans les journaux allemands. Et surtout, pour dire à quel point l'AfD fait peur en Allemagne, il y avait eu un projet... mais ça date, voilà, l'article que je vous montre, c'est la RTS, donc c'est un média français, un article du 8 mai 2025. Il y avait eu un projet fin 2024, début 2025, de classer l'AfD comme groupe extrémiste de droite avéré, ce qui aurait pu entraîner la suppression du parti. Donc, par rapport à ce que je vais vous dire juste après, il y a vraiment un rejet de l'AfD, une peur de l'AfD dans le système médiatico-politique, et ils font tout pour leur mettre des bâtons dans les roues, jusqu'à un moment donné avoir réfléchi à supprimer le parti. Donc, il y a un contexte, on va dire, violent peut-être, mais hostile, voilà, c'est hostile le mot que je cherchais. Il y a un contexte hostile dans le système médiatico-politique allemand contre l'AfD. Il faut évidemment pas enlever cet élément-là et l'ignorer. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'affaire, les faits, le contexte. J'oublie peut-être certaines choses, évidemment, n'hésitez pas à compléter dans le chat, en commentaire, comme d'hab. Maintenant, on est chez Juste Milieu. On va essayer d'être digne du nom de la chaîne YouTube. Maintenant, sur cette affaire des morts suspectes, comme je vous l'ai dit, oui, c'est hautement suspect. Oui, statistiquement, ça ne tient pas la route. Mais en France, il y a un emballement qui me semble excessif. Et j'en veux pour preuve les réactions d'Alice Weidel elle-même. On va faire un truc, on va aller sur le compte Twitter d'Alice Weidel, ce que j'ai fait tout à l'heure en préparant cette vidéo, donc qui est la chef d'un parti dans lequel il y a eu 7 morts suspectes. On est d'accord. Regardons le compte Twitter en termes des réactions. Alors on peut traduire avec Twitter, c'est ce qui est pratique, pour voir le nombre de posts qui parlent de cette affaire-là. Parce qu'en France, tout le monde y est allé. Philippot, j'ai vu, ils ont fait il y a eu plein de tweets de partout. Mon Dieu, c'est fou. Il y a eu TVL, il y a eu Philippot. J'ai vu plein de gens dire, mon Dieu, c'est terrible et tout ça. Regardez les réactions d'Alice Weidel elle-même. Vous avez des posts qui n'ont rien à voir. Ça, par exemple, c'est un truc sur Porsche, tu vois. Porsche, c'était le 4 septembre, c'était ce matin à 9h30. Ça, c'est une photo pendant une conférence. Ça, je vous traduis tous les posts que vous puissiez voir. Ça, c'est, elle reproche un truc à Merz par rapport à Poutine.
Ça, c'est un post sur la chef du SPD, nous raconte l'histoire d'une Allemagne riche, donc c'est un truc qui n'a rien à voir. On continue, hein, je veux vous montrer tout. Hein. Ça, c'est sur les affaires d'une jeune fille, malheureusement, qui a été agressée, poussée sur des rails de train, si je dis pas de conneries, et qui est décédée. Alice Weidel parle de ça. Même chose, là, c'est un truc en Afghanistan. Là, c'est un truc voilà, sur le retour de vol, machin. Bon, bref, ça n'a rien à voir. On commence à être le 1er septembre, hein, tu vois. Ça, c'est un truc sur le renvoi des Afghans, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Le seul poste qui en parle ces derniers jours, c'est celui-là. Regarde, je vais vous faire la traduction. Traduction allemand-français. Alice Weidel a écrit « 4 candidats de l'AfD sont morts ». C'était le 31 août à 19h33. Je vous l'ai démontré, vous irez vérifier par vous-même si vous le souhaitez. C'est le dernier poste en date d'Alice Weidel elle-même qui parle de cette affaire. Donc, la responsable du parti. Je veux dire, si y a de lourds soupçons sur cette affaire-là, la première à en parler, c'est la responsable du parti. Demain, il y a 7 candidats à des élections municipales de la France Insoumise ou du RN qu'on retrouve morts dans des conditions suspectes et que tout est monté en épingle, t'inquiète pas qu'ils vont en parler. Alice Weidel elle-même n'en parle pas. On peut aller sur le compte de l'AfD, hein, si vous voulez, pour faire le même travail, parce que c'est vraiment ce que je voulais vous démontrer pour appeler à la prudence. Vraiment. Sur l'AfD, tu vois, alors on va refaire le même boulot, hein, je vais vous traduire les posts. Ça, c'est sur un débat, donc ça, c'était aujourd'hui. Tu vois, il y a 4 heures, ça, c'est des trucs sur les enfants. Ça, c'est un truc sur l'énergie. Hein. J'ai quelques notions en allemand, tu vois. C'est un truc sur une étude sur l'énergie, ça n'a rien à voir. Ça doit être des résultats d'élection, on va traduire aussi. Voilà, c'est des potentiels résultats d'élection, ça n'a rien à voir. Ça, c'est sur la fameuse Liana K dont je vous parlais, ce drame hein, qu'il y a eu en Allemagne. Ça, à mon avis, c'est sur des trucs sur des Syriens. Alors, on va le traduire, tu vois. 3 Syriens refusent de payer leur glace. Voilà, c'est sur un fait divers qui est relayé. Ça, c'est un truc sur l'énergie. Là, on est le 2 septembre. On nous parle du Canada. Là, on nous parle de quoi? L'affaire attaque contre la démocratie. Qu'est-ce que c'est ça, l'affaire Ludwigshafen? Est-ce que c'est ça en lien avec ça ou pas? Non, ça a encore autre chose. C'est un candidat empêché, mais qui n'a rien à voir avec les morts suspectes. Donc, tu vois, vous faites cet exercice vraiment, les amis. On peut continuer encore. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faites l'exercice vous-même. Allez vérifier sur les comptes de l'AfD ou d'Alice Weidel elle-même. Donc, moi, ce que je veux dire par là, si je vous montre tout ça. Et puis, il y a eu un article, pardon, j'oubliais, dans un média allemand qui s'appelle Welt. Regardez, hein, vous avez... Ah bah merde, attends. Ah oui, mais il manque le L. Je me suis dit, ils ont supprimé le lien. Regarde. Le vice-président, regarde, c'est un article Welt du 3 septembre 2025. Nous ferons la lumière sur la situation. Le vice-président régional de l'AfD rejette les spéculations sur la mort des candidats. Donc, vous avez le vice-président du parti qui, dans les médias, dit oh, pas de spéculation, on va faire la lumière, pas de problème. Tu vois. Donc, si je vous montre tout ça, c'est que quand tu tapes AfD sur Twitter, regardez les posts qu'on a en France. En France. Tu vois, tu as l'article du Parisien dont je vous ai parlé. Myriam Palomba, 7 candidats de l'AfD en Allemagne sont morts. Tous voulaient sortir de l'UE, mais ce n'est qu'un pur hasard ou un complot des Russes. Bon, bah ça, c'est moi-même, hein, vous aurez reconnu ma gueule. Frontière, en Allemagne, 6 candidats de l'AfD décèdent, avec décèdent en majuscule, hein, mystérieusement avant les élections municipales. On a quoi d'autre? Que se passe-t-il en Allemagne? Élection municipale le 14 septembre dans un land Rhénanie-Nana et déjà 7 points d'exclamation. Candidats de l'AfD, parti en tête des sondages, qui veut sortir de l'UE et l'euro, sont morts en majuscule, nous dit Florian Philippot. Bon, à un moment donné, et c'est que mon avis, une fois de plus les copains, je suis pas là pour faire l'arbitre ou quoi, je vous partage mon point de vue et chacun aura le sien. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Que ce soit Philippot, Frontière, Palomba et compagnie, pour qui j'ai d'ailleurs une certaine sympathie, surtout Philippot et Palomba, beaucoup moins Frontière, mais c'est pas tant le sujet, en vérité on s'en fout. Je trouve que sur ce genre d'affaires, alors que je voulais démontrer, Alice Weidel elle-même n'en parle quasiment pas. Le vice-président du parti a rejeté. Le compte de l'AfD n'en parle quasiment pas. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les faits peuvent nous sembler suspects, parce qu'ils le sont, mais ça n'est pas parce que sur d'autres situations et d'autres événements, nous avons eu raison de nous inquiéter et d'estimer que les faits étaient suspects, parce que factuellement c'était suspect et qu'il y avait une cause qui a été prouvée et qui était problématique derrière. Ça n'est pas parce que nous avons eu raison une fois
que nous avons raison à chaque fois. Et que parfois, des faits qui nous semblent suspects, ça n'est pas parce que le contexte est globalement suspect que les faits le sont. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que, évidemment qu'on vit dans une drôle de période où on n'est plus, on ne serait pas surpris qu'un système médiatico-politique en vienne à nuire à certains individus. En France, on a l'affaire Marlex qui est plus que suspecte. Donc je suis complètement d'accord avec vous. On vit dans un contexte qui est difficile, qui est lourd, où on prend au sérieux ce genre de théorie. Parce que malheureusement, ça a pu arriver. Donc, la suspicion généralisée ne repose pas sur rien. Il y a eu des faits hautement problématiques où un système politique a nui à des opposants. C'est vrai. Maintenant, parce que ce contexte existe, ça ne donne pas raison sur tout. Je reviens exactement sur ce que je disais sur Toxin. On vit dans une ambiance problématique, mais ce qui vous arrive n'est pas vrai nécessairement, structurellement. Je reviens sur l'histoire de Toxin, je signe et persiste. Quand quelqu'un vient vous dire « fais attention à toi », ça ne veut pas dire « Macron veut te buter ». Et c'est pas parce que le contexte va vers une suspicion généralisée que ça valide automatiquement tout ce qui nous arrive. Parce que dans ce cas-là, on peut croire n'importe quoi. On peut faire croire n'importe quoi. Moi, par exemple, je vous raconterai ça demain, j'ai eu un pneu crevé au Québec. J'ai eu un pneu crevé avec une entaille qui ressemblait à un coup de lame. J'aurais pu prendre mon téléphone, dire « Salut les loulous, en fait, mon pneu il est crevé, c'est un coup de lame, on m'en veut. » Et parce que le contexte de suspicion généralisée valide le fait que l'on prenne nécessairement au sérieux ce genre de théorie, parce que ça n'est qu'une théorie, j'ai pas la preuve que quelqu'un m'a mis un coup de couteau, et bien dans ce cas-là, on m'aurait cru. On m'aurait dit, bah oui, effectivement, Rémi, le système t'en veut, parce que le système en veut à d'autres gens. Et c'est là où pour moi, il y a un piège. Il y a un piège parce qu'en fait, on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui, parce qu'à partir du moment où il y a une suspicion généralisée, celui qui ne valide pas la suspicion, c'est lui qui devient lui-même suspect. Regardez ce qui m'est arrivé chez Aberkan. Quand j'ai essayé de mettre un petit peu de nuance en disant ce que je vous dis là, c'était moi qui devenais suspect. En disant, oui, mais en fait, Rémi, toi, t'as jamais été menacé, tu sais pas, t'as pas de fiche Wikipédia. Et c'est tout à fait le droit d'Idriss Aberkan de penser ça. C'était l'objet du débat et c'était très chouette. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette suspicion généralisée qui permet de faire croire n'importe quoi à n'importe qui, en l'absence de preuves, pour invalider comme pour invalider, évidemment, c'est une instrumentalisation de la peur. Et aujourd'hui, dans les sphères alternatives, nous instrumentalisons la peur par moment. Et ça, franchement, sans distribuer les leçons, c'est pas mon rôle, je vous donne mon point de vue une fois de plus, ça me fait chier. Ce que fait Florent Philippot sur cette affaire-là, pour moi, c'est de l'instrumentalisation de la peur. Au-delà de la sympathie que j'ai pour lui. Myriam Palomba, pareil. Frontière, pareil. C'est de l'instrumentalisation de la peur. Parce qu'au fond, nous n'en savons rien. Et oui, les faits sont suspects, mais ça n'est pas parce qu'ils sont suspects que nécessairement ça valide notre théorie. De dire, en fait, c'est le chancelier allemand Friedrich Merz qui a buté ces gens-là, qui a fait buter ces gens-là. Ça reste une théorie. Ça n'est pas parce que le contexte est suspect que les théories de suspicion sont justes. Et donc, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle affaire est prise au pied de la lettre parce qu'on se dit, bah oui, on vit dans un système où c'est possible, donc dans ce cas-là, on fait croire n'importe quoi à n'importe qui. Et quand ça s'accompagne d'une demande de don, ça rend les choses encore plus curieuses, si tu veux. Donc, je trouve qu'on est dans une forme de biais de confirmation où on joue à se faire peur en permanence et en fait, on devient ce qu'on a critiqué avec les médias mainstream pendant le Covid. Installer un contexte de peur qui va faire que les gens soumis à la peur vont manquer de vigilance et vont croire tout ce que vous leur dites. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, on a reproché ça aux médias mainstream qui faisaient peur aux gens pour leur faire passer la pilule, en l'occurrence le vaccin, et derrière, rouler jeunesse. De toute façon, les gens avaient peur. Donc tu pouvais leur dire, oui, en fait, le vaccin, on a des milliers d'années de recul. Oui, le confinement, ça va vous sauver la vie. Avec la peur, on fait faire n'importe quoi à n'importe qui. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Là, je répète une évidence. Donc ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, les médias alternatifs ont fait pareil. Je dis, je me mets dedans pour vous dire à quel point je joue pas au chevalier blanc. Je l'ai eu fait. Pendant le Covid aussi, j'avais besoin de ce contexte de peur pour faire des vues. Donc je me le mets aussi dans la gueule. Mais en assumant, si vous voulez, le fait de l'avoir fait,
J'ai aussi envie de vous montrer que j'essaie de me détacher de ça et de tenir ce discours-là, qui n'est pas un discours d'animosité. J'ai pas de problème avec Toxin, mais j'ai le droit de dire ça m'emmerde. Ce que fait Florent Philippot, ça m'emmerde. Sur cet événement-là, pas sur tout le reste. J'ai le droit de le dire. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur, les amis. C'est que, en fait, on se rend dépendant de cette peur. Nous, médias alternatifs, on se rend dépendant de cette peur. C'est qu'il n'y a rien qui permet de faire plus de vues que la peur. Faire des vidéos en disant « Mon Dieu, tout se passe bien, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tout le monde s'en branle. » T'arrives en mode « Ouais, en fait, ils ont tué des députés, ils vont peut-être nous tuer, nous, vous avez vu, ça fait peur, vous avez peur, regardez nos vidéos. » C'est un truc qui m'emmerde. C'est un truc qui m'emmerde parce qu'on devient ce qu'on critique. Et ça, c'est pas bon. En tout cas, ça me semble pas bon. Après, chacun a son avis là-dessus. Ça me semble pas bon. Et ce qui se passe avec cette histoire de mort suspecte, ça me permet de radoter. J'y reviendrai souvent sur cet élément, les amis. Ça me permet de radoter parce qu'au fond, on instrumentalise la peur des gens sur une affaire où personne n'a de preuves. En vérité, ce que je vous ai dit là, c'est ce que j'ai lu dans les journaux à droite à gauche, mais on a tous les mêmes preuves. On a tous le même niveau de preuves. D'ailleurs, ce ne sont pas des preuves. On relate ce que les médias veulent bien dire sur cette affaire. Mais autant ceux qui considèrent que ces morts sont suspectes parce qu'elles sont commandées par le pouvoir allemand, admettons, autant ceux qui considèrent ça que ceux comme le Parisien qui considèrent que c'est du complotisme et ce sont des morts naturelles, ce qui est intéressant à observer, c'est que tout le monde a le même niveau de preuve, c'est-à-dire aucune. Et que tout le monde est dans la suspicion. Rappelez-vous, c'est ce qu'on reprochait aux fact-checkers, les amis. Quand les fact-checkers disaient, par exemple, je sais pas, il s'est passé un événement X, les complotistes disent que c'est la faute des Russes, et ben en fait, non. Alors que l'événement venait de se produire, les fact-checkers usaient d'un argument d'autorité qui était leur étiquette de fact-checker pour dire « Nous, fact-checkers, disons que c'est faux. » Parce que les complotistes, machin, bidule, bidule. Mais au fond, tout le monde a le même niveau de preuve sur un événement qui vient de se produire, c'est-à-dire pas de preuve. Donc, c'est suspicion contre suspicion, et c'est celui qui aura la plus haute posture morale pour s'imposer, qui pourra s'imposer, pardon. Donc aujourd'hui, on fait la même chose. On fait la même chose. Et sur cette affaire de mort suspecte, qu'on s'entende bien, je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est pas suspect. Je l'ai dit et je le redis. Évidemment que ça l'est. Mais ça n'est pas parce que on considère que les choses sont suspectes que nécessairement ça valide notre théorie sur le fait de dire ces gens-là ont été butés par le chancelier allemand. Ou ça a été commandé à haut niveau. C'est là-dessus vraiment que je veux insister, les amis, très lourdement, parce que j'ai peur de devenir ce qu'on a toujours critiqué. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de comportements qui sont comme ça. Cette affaire de l'AfD, on a des soupçons légitimes, mais on n'a pas raison structurellement. On n'a pas raison a priori. Et donc gardons-nous de ça. Ce que fait Philippot, ça m'emmerde. Ce que fait Palomba, ça m'emmerde. Ce que fait Frontière, ça m'emmerde. On joue à la peur. Et je pense que c'est absolument pas sain. Et c'est ce qu'on a toujours critiqué. Donc voilà les amis, je voulais vous parler de ça. Donc je suis désolé. Hein. C'est vrai que je ferai peut-être plus de vues à vous dire mon Dieu, c'est terrible, c'est un coup de merde. Vous avez vu le système veut tuer l'AfD, je sais pas quoi. Je vous dis pas ça parce que j'en sais rien. Donc je sais que c'est pas passionnant, hein, une chaîne YouTube où le mec te dit j'en sais rien, mais parce que c'est vrai, j'en sais rien. Et d'ailleurs, Alice Weidel elle-même n'en parle pas beaucoup de ce truc-là. Alors après, on peut se raconter des histoires et dire en fait elle n'en parle pas parce qu'elle a peur. C'est possible. Mais c'est une suspicion, une fois de plus. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Dites-moi dans le chat, c'est très important les copains, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ça, un peu d'accord, pas du tout d'accord. Allez-y les copains, je prends tous vos messages. C'est très important. Mon Hervéro qui dit c'est peut-être l'AfD elle-même qui s'est débarrassée de profils qui ne leur allaient plus. Tout est possible après tout. C'est l'avantage de la suspicion, c'est que ça peut aller dans tous les sens. Victor Macno, une autre lecture possible des membres AfD décédés, c'est une analogie possible avec la Lune et Long Couteau en 1934 et élimination des concurrents au sein du parti. Autre possibilité. Papizilla, ces morts sont suspectes, ok, mais on n'a aucune preuve pour désigner le moindre coupable, restons raisonnables. Just a Stormtrooper, je les sens un peu trop opposition contrôlée pour l'AfD. À l'époque, il parlait de von der Leyen pareil, qu'elle est une maman conservatrice, elle va tout casser, elle est anti-système, et en fait, non, pas du tout. Comme quoi, pour mieux régner, il faut être tout et son opposé. Engegard, analyse intéressante. Merci Gaëtan Seguin 38. Edouard te vole la vedette, il a commencé son live, c'est vrai. On lui fera la passe décisive après. Isatis 40, je suis complètement d'accord, il faut pas tomber dans le parano. Éclaquin, c'est pas donné à tout le monde de dire je ne sais pas. Fléau 93, mais du coup il faudrait pousser la recherche parce que Twitter ne suffit pas à dire que l'AfD ne dit rien. Effectivement, ça je suis d'accord, c'est sous réserve d'eux. Hein. Peut-être que sur d'autres réseaux sociaux, ils ont dit des trucs. En attendant, c'est ce que je vous ai démontré, ils ont publié des messages sur plein d'autres sujets.
Et en l'occurrence, pas celui-là. Donc leurs comptes sont actifs. Déjà, ça prouve au moins ça. Aitken, apparemment, tu t'es fâché avec ton rasoir pour être une piste pour le pneu coupé, ça c'est vrai. Anarchy08, le doute est permis, la certitude est douteuse. Assassin Crétin, un streamer qui n'a pas la science infuse, c'est reposant, merci. Quasimodem comme Ursula qui a dit que son avion avait été piraté par les Russes en vol, alors qu'il y a les preuves que non. Absolument. Phil, entre autres, hors sujet, pourquoi ligne droite utilise ta grosse tête sur leur miniature? Ouais, ça m'emmerde. Ça fait plusieurs fois qu'ils le font. Après, c'est leur format, il n'y a pas de souci, ils ont le droit. Mais c'est vrai que j'aime pas trop. La gueule sur la miniature, je trouve ça abusé. Qu'ils prennent des extraits de vidéos, il n'y a pas de problème. Et je fais pareil, donc il n'y a pas de souci. Mais ça m'emmerde un peu la gueule sur la miniature. Mais bon, c'est pas grave. Tokyo Stories, j'apprécie de plus en plus tes analyses, Rémi. Cette juste part des choses est apaisante dans ce monde de fous. Merci beaucoup. Engegarde, en fait, c'est les effets secondaires des vaccins. Mais pourquoi pas? Non, mais en fait, on peut tout dire. En vérité, on peut tout dire. Renard83, c'est pour ça que j'ai pas repris ma carte chez Philippot, trop d'instrumentalisation pour rameuter des adhérents, il reste un politicard. Ambrosiac, je pense qu'à vouloir trop d'honnêteté intellectuelle en mode bah oui c'est suspect, on sait pas, bah pour le coup faut prendre en compte le contexte, douter c'est bien, c'est utile, coucou Descartes, mais douter en permanence t'avances pas. Alors, et c'est très intéressant effectivement de mobiliser René Descartes là-dessus. Merci à 974 Dallon pour le sub 25e mois. Je suis plutôt d'accord avec toi. Maintenant, moi, je pense que douter de tout peut être problématique, mais c'est la posture qui me semble la plus saine. C'est la posture qui me semble la plus saine parce que, après tout, on peut avoir des certitudes. Évidemment. Et des certitudes, j'en ai plein, sur plein de sujets. Mais là, on parle d'un sujet spécifique où l'absence, les preuves dont nous disposons, à mon avis, ne suffisent pas à avoir des certitudes. Et ce qui est intéressant, c'est que certains discours, on a parlé de Philippot, Palomba, il y en a d'autres, construisent des certitudes en l'absence de preuves, je le redis, en l'absence de preuves, et ils construisent des certitudes qui servent leur narrative globale. C'est fort pratique, parce qu'après tout, sur l'affaire de l'AfD, avec le niveau de preuves dont nous disposons, on pourrait conclure que, je sais pas, effectivement, ça pourrait être des effets secondaires du vaccin. Ça pourrait être l'analogie avec la nuit des longs couteaux, c'était plutôt intéressant, de dire qu'en interne, l'AfD a voulu éliminer des candidats. Qu'est-ce qui m'interdit d'aller vers cette certitude? Absolument rien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des gens qui, en l'absence de preuves, construisent quand même des certitudes, et des certitudes qui leur permettent de valider leur logiciel global, qui leur permettent d'aller dans leur sens, de rameuter des dons, de rameuter des adhérents ou je ne sais quoi, de mobiliser autour de leur propre cause. Donc pour moi, ce sont des certitudes opportunes, qui nécessairement sont mensongères. On revient à ce qui s'est passé pendant le Covid-19. Les médias instrumentalisaient la peur, ça on en a parlé. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en l'absence de preuves, ils construisaient de fausses certitudes, des certitudes illusoires, qui toutes allaient dans leur sens. C'est ce qui est intéressant. Parce que quand on fait des suppositions, après tout, ça peut aller dans tous les sens. Mais quand on fait des suppositions en ne retenant que celles qui valident notre logiciel, c'est une escroquerie intellectuelle. Et ça me semble dangereux. Ambrosiac, ce qui nous dit en l'absence de preuves, ça tombe quand même bien qu'ils disparaissent avant les élections alors que le parti monte dans les intentions de vote quand même. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, c'est précisément de ça dont je veux me garder intellectuellement. Le fait de conclure en disant le contexte validerait plutôt telle hypothèse, donc j'ai envie de croire cette hypothèse. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, les amis. Ça n'est pas parce que le contexte pousse à la suspicion que nécessairement toutes mes suspicions sont vraies. Parce que dans ce cas-là, on peut dire n'importe quoi. Demain, là ce soir, je vais faire mes courses après l'émission. Je vais aller faire mes courses. J'arrive, je sais pas, je veux acheter du pain de mie, il n'y a plus de pain de mie. Je fais un TikTok en disant c'est un coup des Russes. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est faux? Ou je tombe dans la rue, quelqu'un m'a fait un croche-patte pour me faire mal. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est faux? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai? Et c'est ça qui me fait peur, les amis. C'est que je sais que c'est pas facile parce que on a horreur du vide. Quand il se passe des choses autour de nous, on a envie de comprendre, on a envie de savoir. Pour prendre un exemple du quotidien, quand votre gonzesse ou votre mec il s'en va, tu sais, il va en soirée. Tu sais, pour prendre un exemple du quotidien, pour vous dire où je veux aller. Ta copine, ton copain, ton mari, ta femme, qu'importe. La personne s'en va. Tu sais, elle a dit je vais boire un verre avec des copines, je vais boire un verre avec des copains, bim bam boum, c'est super. Toi, tu te retrouves à la baraque. La copine, le copain te dit je rentre autour de 22h, il est minuit, t'as plus de nouvelles. Ça fait 2 heures de temps dans ta vie où tu ne peux pas expliquer ce qui se passe.
Tu ne sais pas ce qui se passe. Ton conjoint, ta conjointe n'est pas là, elle n'est pas à la maison, et tu es dans l'incapacité d'expliquer. Parce que la personne t'a pas envoyé de message en te disant tiens, on reprend un verre et j'y vais, ou ah bah désolé, ça prend du retard parce que je sais pas quoi. Tu n'as pas d'explication. Donc c'est ce qu'on peut appeler le vide. C'est-à-dire, il se passe un événement que tu ne peux pas expliquer. C'est dans ce genre de moment qu'on imagine les pires trucs. Elle a eu un accident, elle est en train de me tromper, il a eu un problème, il a eu un je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis l'homme a horreur du vide, c'est ça. C'est-à-dire, on a besoin d'expliquer ce qui nous échappe. Mais, si par exemple dans un couple où le mec a trompé sa femme, c'est arrivé il y a 6 ans, ils se sont expliqués, ok c'est bon, c'est réglé. Dans ces fameuses 2 heures où on ne peut pas l'expliquer, la première suspicion qui va naître dans l'esprit, j'imagine, c'est putain il a encore fauté. Le contexte fait que on a envie d'y croire, c'est la piste la plus plausible on va dire. Parce qu'il a déjà fauté. Donc il y a 2 heures où on n'a pas de nouvelles, il va peut-être refauter. Mais c'est pas parce que c'est plausible que c'est vrai. C'est ça que je veux dire les amis. C'est pas parce que c'est plausible que c'est vrai. Ce sera vrai à partir du moment où il y aura davantage de faits, voire des preuves, qui permettent de réduire la taille de l'entonnoir pour dire bon, on reste au niveau de la suspicion, mais là on a telle preuve, telle preuve, telle preuve, telle preuve. Ou tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Aujourd'hui, pour moi, on n'a qu'un contexte. Et je pense que ça ne suffit pas. C'est vraiment ce que je voulais dire là-dessus. Et ça permet en fait de remettre en perspective pas mal de choses. Il y a Chapitre qui dit « Dans tes exemples, tu mens à chaque fois, décidément. Là, visiblement, il y a véritablement des morts. Ça ne fonctionne pas vraiment. Ensuite, je te rejoins, prudence, mais suspect. » Mais à quel moment j'ai dit qu'il n'y avait pas de mort, camarade? Là, tu dis « Là, visiblement, il y a véritablement des morts. » Mais j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. C'est pas tant ça le problème, c'est la cause des morts. Ambrosiax qui dit du coup si je suspecte une grosse partie de la caste politique d'être des agents étrangers placés là pour ruiner et détruire un pays, il n'y a rien qui prouve, c'est suspect uniquement. Bah ouais je pense. Enfin ce qui est important c'est d'avoir des preuves, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Papizilla, le piège pour nous c'est de tomber dans les affirmations gratuites, exactement comme ces mondialistes. Doutons oui mais n'affirmons pas sans preuve, sinon nous vaudrons j'imagine pas mieux que ceux que nous dénonçons. Boya Lezuc, oui mais les probabilités pour que ce soit ça sont bien plus élevées quand le fait que 7 politiciens d'un même parti meurent en quelques semaines. On peut parler de probabilités, moi j'avoue que ça ne m'intéresse pas. Quand je traite l'actualité, je suis pas là pour faire des probabilités, je suis pas là pour faire des maths. Parce que dans ce cas-là, on tient pour vrai plein de choses. Et en plus ça tombe bien parce que quand ça nous arrange, là on fait des probabilités. Mais tu vois, il y a plein d'autres probabilités qui pourraient prouver des choses qui nous arrangent pas par exemple. Et on ne les tient pas pour vrai. Donc, faut reconnaître aussi peut-être le biais de confirmation. ZLRNT, MDR, t'as argumenté grossièrement, ayez le doute, mais ne vous emballez pas, et tu te fais tirer la chemise. Cure le cul, non, mais on se rend compte de l'organisation qu'il faut pour planifier un truc pareil. Victor Macno, en droit, il y a le principe de l'intime conviction, donc on peut croire sans réelle preuve. Oui, non, mais je n'ai pas dit le contraire, les amis, je n'ai pas dit le contraire. On a quoi d'autre? Steph C. Pour ma part, je pars du principe que quand il y a un nombre statistiquement plus important de morts que la normale, il y a un nombre de morts naturelles et un autre nombre de morts intentionnelles, mais on ne sait pas réellement combien, on ne sait pas qui. Oui, non, mais c'est pour ça, je veux dire, sur l'aspect statistique, les amis, je suis complètement d'accord avec vous. Complètement d'accord avec vous. Sur l'aspect statistique, évidemment que c'est suspect. Je l'ai dit au début de la séquence, donc on est complètement d'accord. À la limite, d'accord. Raisonnons à l'extrême, tu vois. Statistiquement, c'est suspect, donc ça veut dire que la cause des morts est nécessairement suspecte. Elle n'est nécessairement pas normale. Donc on tient pour vrai que parce que c'est suspect statistiquement, la cause des morts, c'est forcément une cause pas normale, une cause problématique. Ok, mais ça valide pas forcément que ce soit celle d'un pouvoir qui en a contre l'AfD, d'un pouvoir qui serait contre l'AfD. Même si statistiquement c'est suspect, ça valide pas le fait que ce soit nécessairement un parti opposé à l'AfD. Moi j'aimais bien la personne qui disait tout à l'heure l'analogie avec la nuit des longs couteaux. Après tout, pourquoi ce serait pas interne à l'AfD? C'est possible. Il n'y a rien qui invalide. Il n'y a rien qui invalide. Donc c'est aussi pour ça les amis. C'est que parfois on a tendance, je trouve, à argumenter pour valider ce qu'on pense déjà.
Donc autant le dire direct, tu vois. Autant dire, bah, moi j'ai envie de croire qu'on en veut à l'AfD. Donc que les morts, c'est commandité par des opposants. Voilà. Après tout, pourquoi pas? De toute façon, j'ai pas plus de preuves pour te dire que t'as tort. Donc à la limite, pourquoi pas? Mais reconnaissons-le, tu vois. Mais à la limite, c'est vrai que c'est intéressant, ça permet plein de réflexions, les amis. Et c'est pas tant c'est pas tant le sujet, comme dit. Moi, je suis pas là pour vous dire la vérité. Tenez pour vrai ce que vous voulez. À la limite, ça vous regarde. Moi, j'ai mon idée aussi. Il y a pas de souci. Ça, c'est cool. Moi, ce qui m'embête au départ, et le vrai sujet pour moi au départ, c'est l'instrumentalisation de la peur. Et ce que j'ai vu, la manière avec laquelle l'affaire est traitée en France, je trouve qu'il y a une instrumentalisation de la peur de gens que j'aime bien mais qui pour moi sur ce truc là font de la merde. Chapitre qui dit désolé du malentendu, je pense que tu avais raté mon message, je ne te traitais pas de menteur, c'était par rapport aux exemples utilisés, pardon, excuse-moi. Boya Lezuc, un mec a fait le calcul, je viens de regarder, il y a, ah oui mais c'est le truc que j'ai lu effectivement, les statistiques, alors je lis ton message. Il y a 3000 employés pour l'AFD, une bonne partie d'âge moyen, la probabilité pour que cette situation arrive est de 0,7%, ça ne prouve rien non plus, mais il faut bien avouer que ça commence à faire beaucoup entre les 4 morts sur 7 suspects et la probabilité extrêmement faible. Je dis juste qu'il y a un truc de bizarre et que ça mérite d'en savoir plus. Par contre, je n'ai absolument aucune théorie. Marcel The Rock, quand tu bois ton maté, on a l'impression que tu vapotes. C'est vrai qu'avec la pipe à crack, là. Mais non, c'est bien le maté. Hein. Regarde, ça a une gueule de pelouse, cette merde. Fougas 485, putain c'est bon la Fougas, ça va me donner faim. Mais regardez les profils des gens, ce sont des nobody, donc des gens pas connus. Ils sont juste sur une liste, c'est même pas les têtes de liste, c'est vrai aussi. Kido 421, le plus fascinant, c'est qu'on est arrivé dans une période où il est envisageable que ces morts sont intentionnelles. Complètement d'accord. La perte de confiance pour nos élites est vraiment sidérante. C'est ça que je trouve le plus révélateur. Complètement d'accord. Merci Kido 421, c'est un élément très important. Je suis bien d'accord avec toi. Donc voilà. Voilà les copains, ce que je peux vous dire là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu comme analyse. Voilà, les amis, allez-y de bon cœur, hein. Vous pouvez sub sur Twitch, vous abonner sur toutes les plateformes, aidez-nous à faire péter, hein, les émissions Juste Bistrot, les amis, à faire péter le juste milieu de manière générale. On a besoin de vous, vous le savez. Si ça vous plaît, eh ben, aidez-nous à faire de l'audience. Voilà, il n'y a pas plus de raison que ça. Je veux pas vous faire peur à dire, si vous vous abonnez pas, je me teins les cheveux en blond. Plus le problème, c'est que ça va en exciter certains. Donc, si vous vous abonnez pas, bah, c'est pas grave. Mais voilà, si vous nous aimez bien, si vous aimez bien le boulot, eh ben, aidez-nous à faire un peu plus d'audience et puis à ramener des gens qui connaissent pas, tu vois. Et puis si vous mettez les cœurs sur TikTok, tu tapotes et puis c'est tout. Tu tapotes, il y a des gens, ils déboulent, ils disent mon Dieu que cet homme est beau, qu'est-ce qu'il est intelligent, et puis il reste et on a gagné des abonnés. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà les copains. Là-dessus, ce que je pouvais vous dire, lo que puedo decir. Y esta emisión del Justo Bizarro. Je suis nul en espagnol. De toute façon, globalement, je suis nul dans toutes les langues étrangères. Même en français, c'est pas brillant. Donc ouais. Voilà, les amis. Il y a Papizi là qui dit maté, mais bien sûr, avoue que c'est une pipe à magret, Rémi. Ah, j'aimerais bien. Putain, arrêtez, j'ai faim. Ce soir, je mange des croque-monsieur à la maison. Je suis content comme tout. Ah, puis là, il m'arrive une tuile. Tiens, je vous raconte ça. Vous en avez rien à branler, mais je vous le raconte. Il m'arrive une tuile. Oh là 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 là. Une galère, putain. Tiens, mais vraiment, parce qu'on a parlé beaucoup d'actu, on a été sérieux. Là, je vous raconte. Là, vous en avez rien à foutre, mais je vais vous le raconter. J'ai envie de vous partager ma vie. J'adore le vélo, j'adore faire du vélo et je me suis fait un petit cadeau là, il y a 6 mois, je me suis acheté un vélo d'appartement connecté. C'est un truc, ça coûte un petit peu des sous, mais bon, je me suis dit allez, on se fait plaisir, un vélo d'appart, tu vois, c'est sympa. Avant j'avais un home trainer, en gros tu mets ton vélo de route, t'enlèves la roue arrière, tu le branches à une espèce de machine et ça simule la route, c'est super. Là je me suis dit allez, on se fait plaisir, je suis passé au truc au-dessus, c'est comme un vélo d'appart tout classique, il est connecté, donc tu peux le brancher à l'ordinateur et tu as des applications qui te simulent des parcours. Vous connaissez peut-être Zwift, moi j'ai Bicool, c'est pareil, on s'en fout. Et j'ai eu un problème de manivelle, putain. Manivelle, c'est ça. C'est ce qu'il y a, tu sais, au bout, il y a la pédale. Voilà. Putain, j'ai laissé traîner pendant 1 mois et demi, puis après je suis perdu, je suis parti au Québec, donc j'ai laissé tomber, ça m'a fait chier. Je me suis dit, putain, tu t'es fait un beau cadeau, tu vas me changer cette manivelle. Alors vas-y que... en fait, j'avais le filetage. Tu vois, le filetage, c'est là où tu mets ta pédale. J'avais le filetage qui était complètement abîmé. Je pense que j'avais peut-être mal serré ma pédale, je sais pas, où ça s'est usé, j'en sais rien. J'avais le filetage qui était mort. Donc, il faut enlever la manivelle, soit refaire le filetage, soit changer de manivelle. Bon.
J'arrive, je me renseigne et tout, une galère. Je suis pas bricolo pour dessous. Je suis une pompe en bricolage, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, changer une ampoule, c'est un chantier, mais je veux dire, c'est comme Émeric Caron manger un bout de saucisse, tu vois, c'est un chantier, ça prend des plombes. J'ai réfléchi, enfin bref. Je vois qu'il faut un extracteur de manivelle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'arrive à Decathlon, je commande mon extracteur de manivelle, je commande une paire de nouvelles manivelles. Alors en plus, c'est pas des trucs classiques, c'est des manivelles Isis, pour ceux qui connaissent un peu le vélo. C'est des trucs qu'on a sur les vélos électriques, putain. Alors j'arrive à Decathlon, bonjour monsieur Decathlon, comment ça va? Quoi de neuf, ça roule, on est au rayon cycle, t'as capté? Bon, il me dit voilà votre commande, je dis bah ça tombe bien, je suis venu pour ça. J'ai mon extracteur, j'ai mes manivelles. Bon. Moi tout content, je rentre à la maison, je me dis c'est bon, ce soir j'installe ma manivelle, je suis dans le Mont Ventoux dans 2 heures. Bon. Que nenni. Alors j'arrive à extraire ma manivelle, déjà première nouvelle, ça fait plaisir. Ensuite j'ai une satanée vis, celle-là. Normalement tu l'enlèves avec une clé Allen, et là il y a 4 trucs. Je me dis il faut une clé à ergot. Voilà. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais je retourne à Decathlon. Là, le monsieur sympa comme tout. Decathlon à Lausanne, à Bel Air, pour ceux qui ont la rêve. Osni, il s'appelle le vendeur. Sympa comme tout. Adorable. Et il me dit, oui, non, en fait, on peut pas l'enlever. Tu la mets comme ça, tu vises, ça va le faire. Je rentre à la maison, je vise, ça le fait pas. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Rémi? Je vais dans une autre boutique de vélo. Je regarde sur Internet, ils avaient les autres manivelles comme ça, comme il me faut. Ça, c'est l'ancienne. Mais... il me fallait sans la vis à la con que je peux pas enlever. J'arrive au magasin, sur leur site il y avait écrit il y a du stock. Bonjour monsieur, je viens pour commander ça. J'ai vu sur le site qu'il y avait du stock. Vous allez rire, en fait il n'y a plus de stock. Non, je vais pas rire en fait. En fait je vais te briser les genoux Michel. Parce que là je commence à en avoir. La manivelle, si t'insistes un petit peu, tu vas l'avoir dans un endroit où t'as pas envie de l'avoir. Je t'assure, vraiment. Alors putain, c'est commandé, je dois aller le chercher peut-être demain. Peut-être que je les aurai jamais en fait. Peut-être. Donc c'est un coup de gueule que je pousse. C'est un coup de gueule que je pousse. Et s'il y a des gens qui connaissent le vélo, aidez-moi. Parce que je commence à en avoir plein le cul quand même. Voilà. Donc mes manivelles, elles sont là. Si tout va bien, demain matin, j'en ai des nouvelles. Je vous tiendrai au courant. C'est peut-être ça le dossier chaud du moment. Donc Vélomania Lausanne, attention quand même. Voilà. Que ma commande, elle arrive demain. Parce que sinon, ça va chier des bulles carrées. Moi, je te le dis. Parce que je suis motivé à bouger mon gros cul et j'ai des problèmes de manivelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois? Et peut-être c'est un coup des Russes qui le dit, qui le dit pas. Vous avez des preuves? Vous avez pas de preuves? Donc, hein? Oh! Moi j'en ai marre. Hein. C'est peut-être le lobby des manivelles à un moment donné. Hein? Bon. Voilà. Comme disait Nicoletta, oh mani, manivelle. Ouais, ça c'est pas marrant. Ça c'est pas marrant par contre. Je sens que tu vois, il est l'heure de rentrer chez moi, d'aller me raser. Ouais, c'est dégueulasse. Putain, en plus, j'ai un poil de barbe, je vous parle de ça, mais j'ai un poil de barbe. Je sais pas ce qu'elle a foutu, ma daronne, si elle a couché avec un sanglier, je sais pas ce qu'elle a branlé à un moment donné. Mais tu vois, ça, c'est pas de la barbe en vérité, c'est de la merde. J'ai un poil de barbe, tu sais, on dirait les éponges à récurer, tu sais, en paille de fer, là. Tu sais, où tu laves des casseroles, tu fais de la merde avec ça. Je te jure, j'ai un poil de barbe, mon pauvre ami. Putain, mais... Je fais un bisou à ma milieu, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un fion de marcassin ou c'est ta joue? Je dis, mais je sais pas. J'ai été livré avec. Elle me dit, mais t'as que des défauts, mon pauvre ami. Je dis, bah oui, mais bon, t'as choisi. T'as pas pris la tête de gondole, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est une catastrophe. Je sais pas si vous êtes comme ça, les gens qui ont des barbes à la con comme moi, mais putain, mais je te jure, je peux récurer des poils à paille là avec ma gueule, hein. Et c'est pas normal. C'est pas normal. En plus, il y a des trous. Il y a des trous partout. On se croirait dans un livre de Marlène Schiappa. C'est une catastrophe. Il y a des trous. Ça, c'est rêche, putain. C'est rêche. C'est pas agréable. Alors, j'essaie de la faire pousser voilà, pour avoir un semblant de virilité. Alors, les premiers poils de couille de l'adolescent. Virilité bubule. Hein. J'ai mis une chemise, c'est Charlie Ingalls de Tému. C'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Il n'y a plus un boulon qui tient. Il n'y a pas une manivelle qui tient. Et putain... Je suis pas viril pour un sou, putain. Ah, c'est une prise de conscience. Je vous en parle et en le disant, je m'en rends compte. Ah non, putain. Ah, j'ai l'impression d'être Antoine Léaumont, tu vois.
pas une virilité, je suis gaulé comme Sylvain de Caméra Café. Ah putain. Ah, de vous en parler, je prends conscience là. Ah, j'ai pas fait d'effort. Et c'est vrai qu'on est passé de l'alternative for Deutschland à mes manivelles et ma gueule, quoi. C'est aussi ça le Juste Bistrot. Je vous incite à ramener des gens qui connaissent pas. Si les gens qui connaissent pas ils viennent d'arriver, c'est vrai ils doivent passer un drôle de moment. Ça c'est vrai aussi. Donc voilà les amis. Ce que je pouvais vous dire, les copains, on va se quitter comme ça aujourd'hui. On va se quitter comme ça. Demain retour du Juste Bistrot, 16h45 évidemment. Et demain, soyez là, les copains. On y va. Le récit des vacances du Canada. Voilà, on va lâcher les chevaux. J'espère que ça va vous faire marrer. Voilà, j'ai envie de vous proposer un moment. On va faire de la blague. Je vais vous raconter. Tout sera vrai, bien évidemment. Tout sera véridique. Et voilà, demain on lâche les chevaux. Ça va être un sketch. Parce que j'ai vraiment eu des tuiles. Mais c'est sympa, c'est les vacances. Donc, les amis, partez pas tout de suite parce que on va faire un raid chez le camarade Edouard. Merci d'avoir été là dans le Juste Bistrot. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire un raid pour Edouard, donc vous savez, voilà, le fidèle collègue de Juste Milieu, qui a son propre média, voilà, il se régale, il est jeune, putain, il a raison, il a son propre média, et on va aller chez lui. Alors je sais pas, il a pas payé la lumière, il est pas éclairé le con. Il faut qu'il achète des lumières, ça va lui dire. Vous lui dites, vous arrivez dans le chat, vous dites, le patron il a dit achète des lumières. Vous dites, le patron il a dit achète des lumières satané gauchiste. Voilà, vous mettez ça. Vous arrivez sur sa chaîne Twitch et vous mettez ça. On va faire un raid, comme ça vous allez être automatiquement renvoyé chez lui, regarde. J'ai compris la manipulation, ça y est. Là, on va lui raider la gueule. Donc, vous restez, vous bougez pas. Et automatiquement, on va aller chez Edouard. Voilà, on va lui raider la gueule automatiquement. Alors, c'est sur Twitch. Hein. Si vous regardez sur les autres plateformes, vous êtes foutus. Hein. Et on déboule chez Edouard. Alors, attends, j'ai mis le message. Normalement, ça va marcher. Hein. Voilà. Ça y est, c'est bon. Je crois que c'est bon. Voilà, vous lui dites bien ce que j'ai dit. C'est très important. Et puis voilà. Les amis, on va aller chez Edouard. Je vais commencer à mettre le truc. On va écouter. Et puis moi, je vais vous dire à demain, les copains, évidemment. Et on se retrouve plein badin demain pour le Juste Bistrot à fond. La forme. Voilà, je vous embrasse. Direction chez Edouard. Alors, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que j'ai fait de la merde ou est-ce que ça marche ? Voilà, lancez un raid maintenant. Voilà, bonne soirée les amis. C'est parti. Normalement, je vous embrasse. À demain. Vive la rigolade et vive la France.